garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée aujourd'hui à 3 pintes de schnorr. On est en plein dans le schnorr depuis quelque temps. Sommeville, Dubrinfo et Deltour. Voilà, vous allez voir des peintres prolétariens. Pour l'émission qui se veut un regard en marge sur, comment dirais-je, oui, fermez la porte, merci beaucoup, camarades. Un regard en marge sur l'art, ça c'est une tentative désespérée, et une dénonciation des sales coups de la politicienne, et ça, on assure le coup à chaque fois. Voilà, une petite citation pour entamer ce parcours du combattant que sera cette émission, probablement, comme d'autres avant d'ailleurs, et comme d'autres après sûrement. Écoutez bien, combattre le terrorisme ne passe pas par les armes, mais en cherchant où est le manque de justice. Abd al-Malik. Voilà. Je pense que ça résume à peu près la pensée de nos camarades anarchistes et de nous-mêmes en même temps sur dans ce petit studio et dans cette petite régie où officie la camarade Piquichou. Voilà, moi je vous salue tous. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. C'était Mourir à Paris, une chanson des Berruriers Noirs. Bon, on est un peu désolé pour la qualité du morceau. C'est une chanson que les Berruriers avaient écrite en janvier donc dernier suite aux attentats chez Charlie Hebdo et qu'ils ont remis en libre sur leur site. Oui, voilà, c'est presque un message d'outre-tombe des Berruriers. On a l'impression qu'ils chantent depuis un lieu de villégiature éternelle, voilà, mais enfin bon, tant pis,
tant pis pour la qualité et tant mieux pour l'écriture et la musique qui, si vous pouvez la choper sur le site des Berus, est vraiment intéressante. Voilà. C'est vrai que les Berus sont rarement audibles de toute façon, mais là c'est catastrophique. Là c'est catastrophique, on s'en excuse évidemment. Voilà, tout de suite le presse-papier de la semaine. Alors pour ma pomme, ça sera 2 communiqués, l'un émanant de la FA, de la Fédération anarchiste, et l'autre du secrétariat des relations internationales de la Fédération anarchiste. Voilà. Concernant, vous vous en doutez, les récents événements de ce vendredi noir. Voilà. Vendredi 13 novembre, au fil des événements, l'inquiétude grandissante a peu à peu laissé la place à la consternation la plus profonde et à la colère face au bilan sans cesse plus lourd des attentats qui ont eu lieu à Paris. Un bain de sang inutile, atroce, nauséabond, rappelant les pires exactions dont l'humanité s'est malheureusement se montrer capable. Les adhérentes et sympathisants de la Fédération anarchiste sont révoltés contre ces actes de barbarie. Nous adressons toute notre sympathie aux personnes qui ont subi ces violences, à leurs familles, à leurs amis, à ceux et celles et ceux qui y sont restés et à celles et ceux qui ont heureusement sauvé leur peau. Des assassins intoxiqués par une idéologie délirante ont fait régner la terreur à Paris, comme ils la font régner au Moyen-Orient et en Afrique. Ils peuvent se réclamer d'un Dieu ou de la souffrance des populations en Syrie, en Palestine ou ailleurs. Ils ne sont en fait que des meurtriers qui tentent dérisoirement de donner une justification à leurs actes. Ils n'en ont aucune. Nous rejetons tout autant les tentatives d'amalgame qui n'ont pas manqué d'apparaître. L'essentiel de ce que l'on catégorise comme des populations musulmanes sont des êtres humains comme les autres, certains pratiquants, d'autres seulement croyants, d'autres encore athées, mais tous voulant simplement vivre en paix. Nous en avons tous et toutes le droit légitime. Nous ne cautionnerons pas davantage les accents guerriers que ces exactions ont instantanément suscités. L'état d'urgence en France, la tentation de soutenir Bachar el-Assad, de redoubler les bombardements sur des objectifs soi-disant ciblés mais qui font toujours plus de victimes parmi les populations civiles prises en otage, déplacées, dépecées. La guerre engendre toujours la guerre. Nous veillerons enfin, à la mesure de nos moyens, à ce que les migrants en migrantes ne subissent pas les conséquences des exactions commises par ces fous de Dieu qu'ils et elles ont fui en quittant leur pays dans des conditions extrêmes. C'est la solidarité sans faille de tous ceux et celles qui subissent l'oppression qui permet l'émancipation. Ni Dieu, ni maître, fédération anarchiste. Maintenant, le communiqué du secrétariat des relations internationales de la Fédération anarchiste contre la répression étatique et l'obscurantisme religieux. La Fédération anarchiste se positionne contre l'arnaque écologiste COP21, organisée par ceux-là même qui sont responsables de tous les problèmes environnementaux à l'échelle mondiale, et contre l'obscurantisme religieux de l'État islamique et ses attaques visant la population, en France comme ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, la liberté est attaquée par l'État et l'obscurantisme religieux. Pendant que l'État français organise la répression contre les anticapitalistes et libertaires qui veulent se rendre à Paris pour la COP21, il collabore avec des régimes islamistes comme les États turcs, iraniens et saoudiens, et donc contre les populations kurdes qui se trouvent en première ligne contre l'État islamique. Suite aux attentats terroristes du 13 novembre 2015 revendiqués par l'État islamique, l'État français, qui est en guerre en Syrie, mais aussi au Niger, au Mali, au Tchad, vient de déclarer l'état d'urgence dans toute la France, lui permettant ainsi de violer les libertés publiques. Pendant la COP21, à la fermeture des frontières déjà prévue, risque de s'ajouter la répression contre les actions anticapitalistes. Les plans Vigipirate ont démontré leur inutilité et l'état d'urgence ne sera pas plus efficace. Tout cela profitera essentiellement aux islamistes et aux fascistes de toutes sortes, ravis d'assister à la militarisation et à la
bipolarisation de la société française et à la dégradation des libertés individuelles. Au fond du problème, depuis plusieurs années, la misère, le racisme et la stigmatisation des Français d'origine étrangère, notamment en banlieue, a entraîné la radicalisation de centaines de jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak, ou qui viennent de commettre les attentats qui ont coûté la vie à plus de 130 personnes innocentes. Dans ces lieux où la misère est la plus forte, la manipulation par les islamistes radicalisés est facilitée par l'absence d'organisation ouvrant une perspective collective émancipatrice. Tant que l'État français continuera de collaborer hypocritement avec les États théocratiques, tant qu'il stigmatisera la jeunesse française d'origine étrangère ou de confession musulmane, tant qu'il donnera des leçons moralisatrices sur l'écologie tout en poursuivant sa campagne impérialiste en Afrique pour protéger les mines d'uranium d'Areva, le terrorisme fondamentaliste et étatique continuera. Contre l'État et l'obscurantisme, organisons la résistance sociale et libertaire. Voilà, ces deux communiqués. J'espère que vous en ferez votre profit. Et de toute façon, nous, militants anarchistes, nous devons évidemment publier ces communiqués de notre organisation, voilà, qui vous propose plus souvent des émissions plaisantes que des émissions comme celle que vous allez écouter aujourd'hui. Non, enfin, on va se consacrer aussi à l'art, mais en tout cas, dans nos presse-papiers, c'est pas tous les jours la joie. J'ajouterais personnellement que j'adhère complètement, évidemment, à ces communiqués, et que, bien sûr, si vous voulez, on sait très bien qu'en France, il y a 5 millions de chômeurs, il y a 10 millions de personnes qui vivent dans la précarité, il y a des SDF qui meurent chaque jour dans nos villes, dans nos campagnes probablement aussi. C'est pas 100, c'est pas 200, c'est pas 500, c'est plus que 1000, c'est plus près de 3000 et 4000, voilà, de SDF, et tout le monde s'en bat les burnes, c'est le cas de le dire. Voilà, donc qu'on vienne pas aujourd'hui prendre des airs fanfarons et chanter la Marseillaise à tout bout de champ, hein, et proclamer cet état magnifique que le monde nous envie, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pour qui cette liberté, cette égalité ou cette fraternité? Pour 1% de Français friqués, pour tout le reste, c'est la schlag en quelque sorte, et plus particulièrement pour les populations, comme le disent ces communiqués, les populations d'immigrés, principalement musulmanes, qui sont évidemment stigmatisées par les pouvoirs successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Voyez-vous, on les montre du doigt, et je voudrais franchement pas être bronzé aujourd'hui, parce que ça ne doit pas être la joie. Déjà qu'avant ces événements, il y avait des contrôles aux faciès permanents, etc. Il y avait des empêchements pour le travail, ou avec cette histoire de curriculum, si on s'appelle Mohamed ou Saïd, on a beaucoup moins de chances de trouver du boulot que si on s'appelle Bernard ou Roger. Voilà, c'est bien connu, on va pas le répéter éternellement, tout le monde le sait, et tout le monde, encore une fois, là, s'en bat les burnes. Voilà, maintenant, on en paye un peu le prix, quand même, parce que ces jeunes gens qui se font exploser, je suppose que c'est pas avec le sourire aux lèvres, hein, et qu'ils ont certainement, même si c'est pas excusable d'un point de vue humain, on ne doit pas ôter la vie à qui que ce soit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils professent, mais en tout cas, on peut comprendre que des jeunes gens arrivent à ces extrémités. Voilà. Ouais, tout à fait. Et je réécoutais hier soir l'émission La santé dans tous ses états, où justement il y a plusieurs intervenants d'émissions de radio libertaire qui disaient que nous, en tant que militants politiques et anarchistes, on avait aussi ce rôle à jouer d'être présents et de peut-être de calmer en fait tous les débordements qui pourrait y avoir dans les esprits, dans les propos. Oui, de remettre en quelque sorte, cette expression triviale, remettre les pendules à l'heure, voyez-vous, parce que bon, tout le monde n'est pas tout noir d'un côté, tout blanc de l'autre, hein. Tous ces gens qui chantent la Marseillaise, comme ça a été fait au Congrès à Versailles, d'ailleurs toute une symbolique, Versailles. Vous voyez, c'est la République qui se réunit à Versailles en Congrès, parce qu'il n'y a pas d'autre lieu plus républicain que Versailles, hein. C'est quand même abominable cette histoire-là, ça nous ramène à des souvenirs
que tous les anarchistes partagent, les souvenirs de la Commune, etc. C'est de là-bas quand même qu'est partie la répression, qui a exterminé les Parisiens qui s'étaient révoltés parce qu'on voulait les désarmer alors que Paris était encerclé par les Prussiens. Voilà. Qui étaient les bons Français ou les bons citoyens ou les hommes de bien? Est-ce que c'était ceux de Versailles ou ceux de Paris? C'est à vous d'en décider. Mais nous, en tout cas, anarchistes, on porte une histoire en nous. Ouais. Bon, je vais continuer, Robert. Ouais. Donc, moi, mon presse-papier va tourner autour de certains puissants aussi qui sont à la FNSEA, qui dirigent un petit peu aussi ce qu'on met dans nos assiettes et bien plus. Qui encourage l'empoisonnement généralisé. Exactement. Voilà. J'étais chez mes amis d'Orléans il y a 15 jours et à chaque fois que je vais les voir, je reviens avec des presse-papiers parce que finalement, il se passe pas mal de choses aussi dans ce coin-là. La dernière fois, c'était pour rapporter la lutte qu'ils avaient contre le groupe Muliez et l'implantation d'un groupe Oxylane à Saint-Jean-de-Bray sur des terres cultivables. Là, j'ai en bouquinant le petit journal local, je tombe sur un article qui parlait de l'Open Agri-Food d'Orléans. Alors voilà ce que c'est. À table citoyen, c'est inscrit dans la banderole de la liberté guidant le peuple, qui est victorieuse sur un lit de légumes. C'est le cri de ralliement, effectivement, de cette 2e édition de l'Open Agri-Food à Orléans, qui est lancée donc pour les 18 et 19 novembre. C'est le Forum international de l'agriculture, de l'alimentation et de la distribution responsable. Un événement majeur rassemblant tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, du producteur jusqu'au consommateur. Une plaquette racoleuse pour reverdir à coups de gros sous donc l'agriculture productiviste et chimique et faire illusion sur les thèmes retenus pour les colloques en séance plénière ou collaborative, comme des chemins vers l'autosuffisance alimentaire, enjeu COP21, la solution est dans l'assiette, des projets collaboratifs innovants, la filière agroalimentaire prend son destin en main. Donc voilà, il y aura des déjeuners thématiques, il y a des ateliers, il y a le carrefour des métiers. C'est une liste longue et séduisante, avec bien sûr une innovation omniprésente quasiment toutes les pages. Donc ne pas oublier aussi un carrefour citoyen pour une alimentation solidaire et responsable qui, elle, est à destination des collégiens et lycéens. À l'origine de cette mascarade, c'est Xavier Belin, qui est président de la FNSEA et de Sophie Protéol. Sophie Protéol, c'est le leader français sur les huiles végétales et les agrocarburants. Aussi dans cette mascarade, Emmanuel Vassenex, qui est PDG de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, qui est un groupe spécialisé dans le conditionnement de liquides alimentaires et qui est une société majeure de l'agglomération orléanaise, et Éric Orsona, qui est écrivain, mais qui est président d'honneur de l'agri-food, ainsi que de la FARM. La FARM, c'est la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Voilà, donc on peut aussi noter que Xavier Belin est membre de la FARM. Et étrangement, cette fondation ne travaille pas à partir des luttes paysannes contre les grands propriétaires terriens, mais tournée vers les grandes entreprises de la mondialisation. Donc parallèlement à tout ça, il y a un collectif de citoyens ainsi que de nombreuses associations qui organisent le Festival des alternatives alimentaires sur Orléans, sur Ingré et Saran, donc les 18, 20 et 21 novembre. Autour du « Qu'est-ce qu'on mange ? On veut y répondre ». Il s'agit donc à travers plusieurs manifestations festives comme du théâtre vivant, des dégustations ou des manifestations plus sérieuses, des documentaires, des ateliers, des rencontres avec des exposants, des débats, des tables rondes, de faire le constat des conséquences de certains choix en matière d'agriculture, de transformation, de distribution, d'environnement, d'impact climatique, d'emploi, etc. Donc à Saran, le 21 novembre, c'est Gilles-Éric Serralini, qui est un biologiste moléculaire, chercheur et connu pour être lanceur d'alerte, qui fera une conférence autour de son livre « Plats cuisinés ou poisons cachés ». Il y a une table ronde également « Sortir de l'agro-business » avec Aurélie Trouvé, qui est ingénieure agronome, et Marie-Monique Robin, qui est journaliste d'investigation. Marie-Monique Robin, on se rappelle donc Le Monde selon Monsanto, Les moissons du futur, Notre poison quotidien, ou encore son dernier film et livre Sacrée croissance. La Confédération paysanne est donc l'association SPLF 45 qui lutte donc pour la préservation du site agricole à Saint-Jean-de-Bray contre le groupe Muliez et l'implantation d'Oxylane, animeront également des débats.
Donc à noter que pour cet agri-food orléanais, la région a financé à hauteur de 80 000 euros quand même, alors que pour ce festival alimentaire, ils ont reçu 8 000 euros. Ouais, ce qu'on peut lire, c'est comme c'est la 2e édition, la revue, le site Reporter avait fait un article l'année dernière qui racontait un petit peu comment ça s'était présenté, cette première édition de l'agri-food. Donc voici le début de l'article. Fauteuil vert lumineux, déco en sculpture de vache, musique d'entrée des intervenants et animateurs à l'enthousiasme débordant, digne d'un concours de Miss Camping 2014. Vous n'êtes pas devant un meeting électoral américain, mais à l'Open Agri-Food Orléans, forum international, dont l'ambition n'est rien moins que de définir le modèle agricole de demain dans une 3e révolution agricole et alimentaire. Voilà un peu comment se présente tout cet enfumage. Espérons que cette loi d'exception actuellement ne mette pas fin justement à tout ce qui va être contre-manifestation. Oui, bien sûr. Oui. Je rappelle que les contre-manifestants de cette fanfaronnade, de cette tourlupinade de la COP 21, c'est des gens, les anti-COP, c'est des gens qui se battent pour une alimentation qui soit pas meurtrière comme celle que des gens comme la FNSEA nous imposent aujourd'hui. Voilà. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la binoche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut des greenwashing. C'est pour les as, les Pinocchio du marketing. On veut des greenwashing. Les caches légales sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des balais, des bétons, on veut des greenwashing. C'est pour les as, les Pinocchio du marketing. On veut des greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut des greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut des greenwashing. Des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du greenwashing. On veut du greenwashing. Pouvoir dire pardon, soulager son esprit. On veut du C'était Greenwashing par le groupe Trio. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille pour une émission consacrée à 3 pintes de Schnour, Sommeville, Dubrinfo et Deltour. Voilà, on reste un petit peu dans ces parages parce que, mais là, on a 3 phénomènes, si on peut dire ça comme ça, des gens, 3 militants communistes d'ailleurs, qui n'ont jamais décroché, et qui, voilà, Piqueco va vous expliquer ça.
dans un extrait pour le réalisme de Sommeville, vous expliquez quel était leur but, quelle était leur militance, en tout cas, qui a toute leur vie été à la manœuvre dans leur travail. Ouais, alors déjà, moi, je voudrais remercier un de nos auditeurs qui s'appelle Jacques Servotte, qui nous a gentiment écrit de Belgique pour nous dire qu'il écoutait l'émission et qui nous a donné quelques pistes. Et effectivement, il nous a parlé de Sommeville qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on a été tenté, on a fouillé et on a trouvé effectivement là, on a découvert que Sommeville avait fait partie d'un groupe qui s'appelle Force Murale. Donc, il y avait ces trois, Sommeville, Dubrinfo et Deltour. Et il y a un site, Roger Sommeville a un site qui est bien fait. Donc, il y a quelques-uns de ses écrits, parce que cet auditeur nous parlait d'un livre qui s'appelait Pour le réalisme. Donc sur le site, j'ai pu trouver quelques passages de ce bouquin. Donc c'est ça que je vais en lire quelques extraits là. Donc le réalisme est une méthode et une attitude. Il est méthode d'action et d'investigation qui permet d'atteindre, grâce à son immense pouvoir de suggestion, une forme de connaissance et une transposition des phénomènes de la vie réelle. Il est attitude face à la réalité sociale. Le réalisme n'est ni une école, ni un style, ni un système, ni un a priorisme, ni un procédé. Il peut être classique et romantique tout à la fois, lyrique, critique ou intimiste. Il n'a pas de visage défini une fois pour toutes. Ses visages sont divers et son champ de recherche illimité. Être réaliste, ce n'est pas imiter les événements ou élever l'objet au rang de création, c'est participer à l'action du réel, c'est participer par la création à l'avènement d'un monde nouveau et déceler ses rythmes profonds dans le passager. Une œuvre vraiment réaliste est toujours chargée de prémonitions sociales et esthétiques. Un créateur atteint au réalisme lorsqu'il devient un catalyseur, un rassembleur des idées, des faits, des luttes, des contradictions et des préoccupations de son temps, lorsque peuvent se retrouver dans l'esprit de son œuvre les accords, les inquiétudes ou les refus d'une communauté, d'un peuple et d'une civilisation. Aujourd'hui, la base philosophique réalisme est le matérialisme dialectique et historique, et c'est à ce titre que le créateur réaliste, porteur d'un idéal, combat l'idéalisme philosophique. Le réalisme est constructeur et contestataire à la fois. Il tente toujours d'exprimer la totalité humaine. Il rassemble et détruit, mais porte en lui son propre pouvoir dialectique de renouvellement. Une œuvre réaliste doit réunir un faisceau de qualités, les qualités de cœur, ce que l'on nomme la sensibilité, l'émotion, les qualités d'esprit d'une certaine logique artistique, les qualités d'instinct, la puissance créatrice, l'imagination, le sens pictural, le sens de la forme et celui de la grandeur. Le réalisme est toujours l'expression la plus juste, la plus émouvante, la plus compréhensible pour l'ensemble d'un peuple ou d'une classe ascendante de la société. Il est toujours l'expression de la force sociale la plus progressiste, de celle qui, à un moment donné de l'histoire, a le plus de moyens, sinon réels, du moins virtuels, de faire avancer le monde, d'améliorer la condition humaine, de réaliser des rêves de justice et d'épanouissement des hommes. Pour ces multiples raisons, il faut aborder le problème du réalisme avec une extrême modestie. Nous pouvons dire, nous essayons d'aboutir à une synthèse par les voies que l'attitude réaliste découvre ou propose. Nous tendons au réalisme, nous en sommes des adeptes. Mais nous devons évidemment nous garder d'affirmer, nous sommes réalistes, préjugeant ainsi de notre propre talent. Voilà, oui, c'est de la théorie, mais qui s'appuie sur une pratique, évidemment, une pratique de plusieurs dizaines d'années, de travail, de conviction militante surtout, parce que, comme je vous l'ai un peu dit, c'était Sommeville, Dubrinfo et Deltour étaient tous les trois des communistes, des membres du Parti communiste belge, évidemment, mais issus du monde ouvrier, bien sûr, et qui voulaient travailler. Leur postulat, c'était de faire un art que les gens de la rue puissent regarder. Donc, c'est pour ça
qu'ils étaient aussi muralistes, qu'ils ont fait des fresques gigantesques. Il faut voir les trucs. Bon, je vais développer ça dans mon papier sur Sommeville pour vous dire tout le bien et le mal que j'en pense aussi à la fois, parce que si les hommes sont admirables, si leurs théories sont admirables, si leurs bon, mais après il faut mettre ça en pratique et là ça devient un petit peu plus difficile. Ouais, en tout cas, on a rencontré 3 hommes qui effectivement sont restés complètement intègres par rapport à leurs idées. Fait, ouais. C'est ce qui nous a plu en fait, même si effectivement dans leur œuvre on a tiqué un peu par certains moments. En tout cas, leur personnalité, leur humanité nous a beaucoup plu. Voilà, absolument. Et ce qui manque la plupart du temps aux artistes, c'est justement cette humanité, cette humilité, ce désir de servir ses contemporains plutôt que se servir soi-même. Voilà. Nous étions 3 amis, frères de vie, compagnons, comment dire, unis par 10 000 saisons. On buvait nos années comme un verre de bon vin, les ruisseaux ont coulé, et me v'là tout chagrin. Le premier aimait le vent, la neige, le rocher, s'en allait seul souvent, tutoyait le glacier. Je le revois debout, tête dans le ciel bleu, un sourire très doux faisait pétiller ses yeux. Dans le moindre sous-bois, dans l'idée d'une fleur, dénichait du bonheur et des rires en éclats. Rebelle à sa façon, sans drapeau, sans fracas, c'était un homme bon, tout est dit quand je dis ça. Les filles qu'on rêvait, c'était pas de la jet set, de ces poupées glacées qu'on regarde et qu'on jette. Non, c'était des diamants, aussi purs qu'une eau claire, de ces fleurs de plein champ, vivaces et sans manière. Quand le deuxième embordé se mettait à chanter, paroles, ça faisait trembler jusqu'au bout de la vallée. C'était l'international, ou le temps des cerises. Ouais, c'est de ce côté-là qu'il avait son église. C'était pour ceux d'en bas qui voulaient du soleil, crachaient sur les bourgeois, jamais sur une bouteille. Tout ce qu'il a sifflé, que son foie lui pardonne, ça ferait déborder toutes les Drances et le Rhône. Quand le brouillard des jours se pointait à notre table, il pesait pas plus lourd que 4 grains de sable. Si on se fâchait, c'était l'hiver, entre nous les grands froids, la banquise, pire que la guerre, c'est arrivé 2 fois. J'ai gardé une photo, on est là tous les 3, sur fond d'arbres et d'oiseaux, tranquilles comme des rois. On déconne comme des drôles, on se tient par les épaules. Le bonheur était là, et dire qu'on le savait pas. On était 3 frangins, et me v'là le dernier. S'ils me voyaient orphelin, ça les ferait rigoler. Avant qu'on me mette en terre, puisque c'est notre sort, pour eux je lève mon verre et je dis merde à la mort. C'était la chanson de Michel Buller. Ils étaient 3 amis. Donc ça, c'est un clin d'œil donc au groupe de ces 3 peintres dont on parle aujourd'hui. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub,
à Racaille pour une émission consacrée aujourd'hui à 3 artistes du Nord, Sommeville, Dubrinfo et Deltour. Voilà, on vous en a dit déjà quelques mots. Piquet-Coup, vous allez des passages d'un bouquin de Sommeville, un genre de théoricien du réalisme, voilà. C'est pas ce qui me bouleverse le plus chez lui, ni chez les autres d'ailleurs, mais ce qui me bouleverse chez lui, comme je vous l'ai laissé entendre, et comme je vais essayer de développer, là, délayer pendant un moment, voilà, ce Sommeville qui est né à Schaerbeek le 13 novembre 1923, est mort à Tervuren en 2014, en mars 2014. Ouais, parce que je sacrifie à ces choses-là, puisque souvent je néglige de donner ces choses de l'état civil. Ça me semble tout à fait superfétatoire, mais enfin de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, c'est un peintre figuratif, bien sûr. Voilà, qui travaille beaucoup de formats gigantesques. Ce que je vous dis, il était muraliste, considérant, si vous voulez, que l'art devait être vu par le peuple. Évidemment que le peuple va pas souvent dans les galeries, ni souvent dans les musées, mais qu'il déambule souvent dans les rues pour aller au travail, pour en revenir, etc. Et donc c'était là qu'il fallait aller le chercher, ou qu'il fallait lui présenter, il fallait des galeries à ciel ouvert pour qu'il puisse se familiariser, si vous voulez, avec la geste picturale. Voilà. Donc il a peint des fresques, je le répète, gigantesques, dont une dans le métro Ankar à Bruxelles, un truc dingo. Mais bon, c'est dingo, oui, c'est du travail, oui, c'est bien de vouloir se rapprocher du peuple et de peindre le peuple, mais personnellement, et ça n'engage que moi, je suis pas très sensible, très perturbé par sa peinture. Je trouve que c'est limite, enfin voilà, il y a quelque chose qui cloche en tout cas. Je veux pas trop m'apesantir là-dessus quand même parce que c'est dégueulasse, mais si vous voulez, c'est souvent le cas pour les peintres réalistes, enfin en tout cas ceux de cette veine-là, qui rejoignent un petit peu le réalisme socialiste soviétique, si vous voulez, en quelque sorte. Sauf que les soviétiques, il y avait une technique picturale quand même assez aboutie, parce qu'ils faisaient des études dans ce sens-là, en tout cas dans leurs beaux-arts soviétiques, tandis que là, chez Sommeville, comme chez Dubrinfo, comme chez Deltour, quoique Piquet-Coup vous parlera de Deltour, qui semble... c'est Deltour que tu aimes bien, ouais. Voilà. Qui serait peut-être le plus, comment dirais-je, le plus acceptable picturalement des trois. Il y a une simplicité, mais en même temps, ça fait penser un petit peu au manga, surtout à Ankar, là, dans le métro. Et ça fait, oui, non, il y a quelque chose qui me déroute un peu. Et oui. Ouais. Non, j'aime bien parce qu'on a pu regarder 2 petites vidéos sur Internet. Et il y en a une qui commence justement, il y a toute cette fresque du métro à Ankar qui est filmée. Et il y a Sommeville qui raconte, il dit, j'étais dans le métro, il y a une femme qui s'est arrêtée, qui a posé ses valises, qui a regardé et qui a dit, mais qu'est-ce que c'est moche. Oui, bah, il l'avouait sans problème, mais lui, il s'en rendait pas compte apparemment que c'était moche, quoi, vraiment. Bon, bah, pourquoi pas, hein, voilà, il est, donc, je vous dis, il dénonce dans son livre peint le trucage en forme d'art, les trucages en forme d'art. Oui, bah, il y a des trucages qui sont géniaux aussi. Parce que tout le monde a truqué, je regardais récemment quelque chose sur Rodin, là, qui était un truqueur, mais alors de grande classe. Rodin n'a jamais taillé un bout de bois ni un bout de pierre. Il a travaillé qu'avec des petits modelages qui faisaient agrandir par des praticiens, que ce soit en plâtre, que ce soit en pierre ou tout ce que vous voulez. Voilà, et il truquait, il prenait des bras d'un modèle, il les collait sur un autre modèle, etc., etc. C'était quelqu'un vraiment qui bidouillait, et c'est pour ça qu'en ce moment il est redécouvert d'ailleurs par beaucoup de jeunes artistes qu'ils le trouvent génial, parce que ils sont familiarisés avec ces trucages. Voilà, si vous voulez, dans l'art contemporain, le truc c'est ce qui marche.
marche. Bon, alors lui, il dénonce les trucages, il dénonce les productions vides, il dénonce le triomphe du moins que rien, il dénonce le simplicisme nul, il dénonce le bricolage esthète. Ça, c'est pour les artistes actuels. Il dénonce le conformisme du jamais vu. Oui, ça, c'est en ce moment, c'est depuis quelque temps déjà quand même, c'est le leitmotiv. On sait que les artistes contemporains s'ingénient à trouver des trucs que jamais personne n'a fait, voilà. Et l'inféodation de l'art moderne au marché mondialisé. Voilà. Bon, bah ça, aujourd'hui, on a passé presque ce stade parce que bon, mais du temps, enfin, Sonneville est mort en 2014, donc il a connu la période contemporaine aussi, il était en plein dedans, voilà, donc il pouvait se prononcer là-dessus. Mais lui a été, par contre, comme je vous le laissais entrevoir, l'auteur de nombreuses œuvres murales, et notamment une tapisserie, alors là, l'histoire est assez marrante, exaltant la paix, que le gouvernement belge offrit au siège belge de l'OTAN, ainsi que la fresque murale de 600 mètres carrés de la station de métro Ankar à Bruxelles, illustrant le thème de la vie moderne. Bon, ouais. Parlons de la tapisserie. Alors... C'est au palais de Chaillot à Paris. Ah ouais? Non, il dit que le gouvernement belge offrait au siège belge de l'OTAN. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est une tapisserie magnifique d'ailleurs. On voit d'ailleurs dans un documentaire, on le voit dans la manufacture où est tissée cette tapisserie géante. Voilà. Alors l'OTAN avait pas fait gaffe. Vous voyez tous les généraux, tous les machins, là, les politiques à la gomme. L'inauguration de la fresque, etc. Tout le monde pam. Sauf que Sonneville a écrit un petit manifeste pour expliquer son travail. Alors là, rien ne va plus. Ce qui fait que la première occasion, l'OTAN s'est débarrassé de la fresque, l'a rendue au gouvernement belge, parce que c'était complètement contre, si vous voulez, la guerre, contre toute cette manipulation des populations, comme aujourd'hui on essaye de nous le faire avaler avec ce congrès de Versailles, ce congrès du reniement, ce congrès qui en rappelle d'autres. Dans un lieu, comment dirais-je, une ville en tout cas, avec ce souvenir d'un roi prédateur qui, je vous en parlais la semaine dernière, je crois, durant son règne, il y a eu une quinzaine de famines terribles, famines nationales, mais des famines locales aussi, en un certain nombre qui sont pas comptabilisées. Bref, tout un symbole. Parce que en fait, cette tapisserie s'est inspirée d'un poème de Brecht. Oui, en plus, tout y était. Donc voilà. Ce qu'il raconte, et c'est comme l'anecdote, c'est qu'après il y a quand même une inauguration de cette tapisserie. Et qu'il y a une personne qui n'a pas été invitée, c'est lui. C'est lui, voilà. S'il s'était déjà rendu compte, les va-t-en-guerre de l'OTAN, il s'était déjà rendu compte que bon, ça le faisait pas. Le mec était coco, en plus, en pleine guerre froide. Ouais. Alors voilà. Par contre, le gouvernement belge, ça avait pour l'air de le perturber, lui. Bon, c'est ça les vrais démocrates. Voilà, il écrivait aussi la création d'un art public exaltant la vie et le travail des hommes, leur lutte, leur souffrance, leur joie, leur victoire et leurs espoirs, art à placer à la portée de tous, là où passent et vivent les hommes. Voilà. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'a fait aussi du Brinfo. Peut-être moins Deltour, je pense pas. Un peu moins, ouais. Mais sauf encore une fois, je dois insister là-dessus, c'est que si vous voulez, cette dame qui a dit mais que c'est moche ou affreux, je sais pas quoi, elle avait pas tout à fait tort. Ouais, sauf que en dehors de cette fresque, effectivement, il y a quand même, moi je trouve qu'il y a une partie il y a des dessins, il y a une autre peinture, moi, qui me plaît bien. Ces dessins, je les trouve intéressants. Il a aussi pas mal il fait des personnages aussi qui ont des grands yeux. Et ça me plaît bien. Donc effectivement, c'est peut-être cette fresque qui est la plus difficile peut-être à se prendre en pleine figure, quoi. Ouais, c'est là où on diverge avec ma camarade qui est dans la régie. Je peux pas lui envoyer mes godasses à travers la vitre. Bon, parce que moi je pense que c'est mauvais. Bon, point. Je fais pas de différence entre tout son travail. Il y a toujours souvent ces grands yeux. Je déteste. Je trouve que ça fait des yeux comme cette artiste américaine dont le mari
c'est des faux, là. De Big Eyes. Ah non, pour moi, il y a plus de sens. Bon, enfin bon, on va pas être d'accord sur tout, hein. Non, mais Dominique, elle a toujours, c'est son côté infirmière, hein, c'est son côté, voilà, urgentiste. Hein, il faut qu'elle vienne au secours des gens. Voilà, elle peut pas être vraiment méchante. C'est pas son style. Moi, je peux être vraiment méchant. Enfin, en tout cas en peinture, je vais pas être méchant avec les hommes, pas trop, en tout cas. Mais dans l'art, je suis assez quand même à force d'en avoir bouffé, de la merde depuis un certain nombre d'années, je commence à être un petit peu moins, comment dirais-je, comment on peut dire, moins bienveillant. Ouais. Alors si, quelque chose quand même qu'on avait remarqué, c'est que dans ces petites vidéos, Sommeville raconte qu'il a dénoncé la Grèce des colonels, la dictature de Pinochet, qu'il a dénoncé tout l'impérialisme américain. Et il y a une journaliste qui lui dit, mais par contre vous n'avez pas peint le goulag. Et là, il a un petit peu de mal, et ça c'est quelque chose qui va peut-être pas très bien. Non, bah oui, parce qu'il était communiste, c'était un mec convaincu, quoi. Le stalinisme, ça les a pas perturbés apparemment. Voilà. Alors bon, oui, c'est vrai que bon, il a avalé probablement des immenses couleuvres comme ça, et ça c'est pas tout à fait à son crédit, en tout cas. De toute façon, voilà, on peut pas dire. Alors, il y a un énorme travail de tapisserie quand même. Hein. Oui, que c'est pas lui qui l'a fait, la tapisserie. Non, mais il a fait des cartons. Il était cartonnier aussi en tapisserie. Et on le voit donc à travailler. On le voit dans les ateliers de tapisserie. Non, mais bien sûr, non, mais il y a plein de choses admirables. Je veux dire, théoriquement, si vous voulez, il défendait des idées qui sont admirables. Mais à son époque, il y avait Lorjou, je veux dire, qui aussi a peint toutes les atrocités possibles et imaginables qui ont existé à son époque, comme la guerre d'Algérie, comme toutes ces choses-là. Il avait même loué une péniche qui faisait naviguer sur la Seine avec une immense fresque contre la guerre d'Algérie et tout ça, qui n'a pas plu beaucoup à mon général. Non, il y avait mais lui, par contre, au contraire de Sommeville, il peignait des choses intéressantes du point de vue plastique. Voilà. Donc on peut avoir aussi, Lorjou était pas, je pense pas qu'il était communiste, je suis pas sûr. Enfin, il était en tout cas en plus libertaire, je pense, plus anarchiste. Il était vent debout contre le système, contre les guerres, contre toutes ces choses-là, Lorjou. Mais en France, il a eu pratiquement aucun succès, comme beaucoup d'art. Mais par contre, il a été très très acheté par les Américains. Et pendant un moment, sa peinture valait aussi cher que celle de Picasso. Hein. C'était quand même bon. C'est pas un critère non plus le fric, mais bon. Mais il faut dire que Lorjou aussi, sans être un communiste militant, sans défendre avec des grands mots, si vous voulez, l'art pour le peuple, le faisait. Et le faisait, de mon point de vue en tout cas, le faisait bien. Il a aussi lutté contre la chasse. Il y a Massacre à Rambouillet, qui est une peinture gigantesque aussi, qui dénonce, c'est un hurlement contre le massacre des animaux, voyez-vous, par ces chers chasseurs, parce qu'il faut dire que la République a perpétué, si vous voulez, d'une certaine manière, les vices de l'ancien régime en ayant des chasses présidentielles, particulièrement à Rambouillet, où il y avait toutes les huiles de la République, enfin tous les gens les gens fortunés, les politiques, etc., qui étaient invités, et on massacrait allègrement des centaines de faisans, on massacrait des sangliers, on massacrait des cerfs, voilà. Il y avait des rabatteurs, il y avait il suffisait, on était dans sa chaise, et puis on avait un mec qui vous rechargeait le fusil et on tirait là-dessus, voilà. Alors après, il y avait des choses de ce massacre qui allaient dans les hospices de Viviard pour nourrir nos petits vieux et tout. Dans les palais de la République, probablement aussi. Bref. Lorjou a fait ça, donc voilà. Sommeville, bon, moi, encore une fois, je vais renouveler, si vous voulez, mon adhésion totale et si vous voulez, à ce qu'il exprimait dans ses textes, dans
dans ses pamphlets et tout ce que vous voulez. Seulement ces pamphlets picturaux me bouleversent moins, si je peux dire. Alors oui, je vous donne quand même un chiffre. La fresque murale de la station du métro Ancart, c'est 600 mètres carrés quand même, voyez-vous. Et on le voit, il est tout petit à côté. C'est lui qui est au charbon. Hein. Il délègue pas son truc à des grouillots. Hein. Il est aidé quand même par des gens, mais lui, il est au charbon aussi. Hein. Puis il est pas tout jeune en plus. Ouais, en fait, c'est tout le tour du métro, quoi. Quand on arrive, il y a des escalators, donc c'est tous les murs qui entourent l'entrée du métro. Tout à fait. Vous avez jamais vu en France, si vous voulez, le métro de la RATP, lui, il se contente de faire payer les emplacements pour toutes les affiches les plus pourries qui puissent exister, les affiches publicitaires, etc. Mais il a jamais offert ces 6 mètres à aucun artiste vivant en France. Ça pourrait quand même amener un peu de gras aux artistes. Alors on lance un appel à la RATP pour qu'ils se bougent un peu le cul. Puis il y a aussi les gares. Il y a rien dans les gares non plus, voyez-vous. Alors qu'avant, par exemple, au machin bleu, à la gare de Lyon, à l'intérieur, il y a des fresques gigantesques, mais c'est du 19e siècle. Au 19e siècle, on faisait travailler encore les artistes fresquistes, mais maintenant c'est terminé tout ça. Voilà. Ouais. Donc moi je dirais que pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet, j'ai mis des liens sur la vidéo qu'on a regardée sur Roger Sommeville, qui permet en tout cas de faire connaissance avec l'homme et son travail. Après, voilà, chacun aura le jugement qu'il veut, mais ça permet vraiment de le voir aussi bien en tapisserie qu'en peinture de chevalet, qu'en peinture murale. Oui, il a aussi, si vous voulez, enseigné et dirigé l'Académie des Beaux-Arts de la commune bruxelloise de Watermel-Boitsfort pendant 38 ans quand même. En plus, il était enseignant, vous voyez. Il a réalisé il a aussi réalisé d'autres fresques comme celle qui surmontait l'entrée du théâtre du Parvis en 1970. Et voilà, une fondation internationale veille à la promotion de son œuvre et aux activités liées à cette œuvre. Voilà. De 48 à 58, Roger Sommeville a travaillé dans son atelier de Tervuren, puis dans celui d'Olmet en France. Voilà. Il était aussi maçon, faut le dire. Bon. Voilà, mais il travaillait, comme il le dit lui-même, il travaillait 10 à 12 heures par jour. Et là, croyez-moi, qu'il faut en avoir vraiment, parce que c'est un petit bonhomme, hein, c'est pas un géant, c'est pas léger, c'est pas des gens comme ça. C'est un petit bonhomme, mais une énergie considérable. Et il s'est arrêté de travailler que quelques mois, je crois, ou 1 ou 2 ans avant sa mort. Il était complètement épuisé, il pouvait plus bouger les bras pour peindre, mais jusqu'à presque 90 ans, il a continué à travailler. Voyez-vous, c'est assez exceptionnel quand même, parce que on vous a parlé ici d'un artiste qui s'appelle Eugène Leroy, et lui, à un âge avancé, il travaillait plus que 3 heures par jour, vous voyez. Il travaillait 3 heures le matin et l'après-midi, il faisait la sieste. Enfin, il finissait sa journée, à midi, puis après, c'était terminé. Et il y a beaucoup d'artistes âgés qui réduisent, si vous voulez, leur temps de travail à quelques heures par jour. Mais lui, non, Sommeville. Et il était... Alors, si c'est des mecs, vous voyez, on a l'habitude de voir l'artiste, là, un petit peu, voilà, avec le look d'artiste. On dit, c'est un artiste. Il fait pas exprès, c'est pas marqué sur sa tête, mais il fait artiste. Sommeville, pas du tout. Il est un petit bureaucrate, bien propre sur lui, avec une coupe de cheveux classique, etc., etc. Vous voyez, c'est pas des mecs, les mecs, on aurait pu le rencontrer allant au bureau le matin, ou allant travailler à la mine, s'il avait été un peu plus sale, ou quelque chose comme ça. Et il travaillait, mais vraiment, il avait, pas en bleu, mais avec un grand tablier, etc., etc. C'était des gens, voilà, qui avaient une vie. Il a eu toujours la même femme. Moi, je trouve que il l'a toujours peint toute sa vie. Voilà, c'est ça, une vie de famille tranquille. Ouais, c'était son modèle, et j'avoue qu'elle avait elle avait un style, sa femme. Mais c'était pas non plus, elle sortait pas non plus d'un milieu friqué, c'était un milieu ouvrier, elle était même ouvrière, je pense, voilà. Vous voyez, c'est des gens comme ça existe, hein. Ça existe peut-être plus maintenant, mais ça a existé il n'y a pas tellement longtemps. Des artistes comme ça qui ont... lui, Sommeville, il a une reconnaissance internationale, je pense que c'est le seul, mais quand il a des œuvres aux États-Unis, évidemment en Union soviétique, un peu partout. Mais bon, voilà, il est resté toute sa vie très modeste. Il a jamais roulé en Rolls comme certains. Il n'a pas eu de château non plus comme certains comme d'autres. Oui, voilà. C'est un peu beaucoup d'artistes font ça, qu'ils soient plasticiens, du théâtre, du showbiz, ou bref, et des gens qui par ailleurs sont engagés.
hein, aux côtés des travailleurs, etc., etc. Voilà, on a aussi, évidemment, on va pas remettre ça sur le gazon, mais nos politiques, hein, socialistes particulièrement, qui ont complètement oublié ce que ça voulait dire le mot socialiste et qui n'ont plus aucun rapport avec les classes défavorisées, qui, je rappelle quand même, en France, il y a 9 à 10 millions d'ouvriers, à peu près autant d'employés. La différence entre employés et ouvriers, c'est que les employés, ils travaillent en blouse blanche et les ouvriers en bleu de chauffe. Ça n'a pas beaucoup changé. Moi, j'ai travaillé dans une boîte, et quand j'étais plus jeune, évidemment, au packaging, dans une multinationale de la chocolaterie, à Paris, rue Mercœur, elle n'y est plus, et là, il y avait un escalier pour les blouses bleues et un escalier pour les blouses blanches. On montait pas du même côté de l'escalier. Les blouses bleues devaient être à gauche et les blouses blanches à droite, voilà. Nous, on montait pas l'escalier parce qu'on travaillait en bas, mais au rez-de-chaussée. Mais c'était comme ça, voyez-vous, en France aussi. Une multinationale de la chocolaterie, une forte, comment dirais-je, coloration catholique. Et voilà, bon, donc tout ça, c'est pas si loin que ça. Tout ça, ça revient au grand galop, si vous voulez, avec toute la destruction du code du travail, etc. Le patronat qui se plaint toujours autant de pas pouvoir faire ce qu'il veut, etc. Qui voudrait évidemment que les ouvriers soient corvéables à merci comme ils l'étaient au début du XXe siècle. Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'humain sur le canapé près du chat. S'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ces années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça a pété sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de ses bras de travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi il repense aujourd'hui au petit, v'là 10 ans qu'il est parti? Salut pauvre gars, tu seras toujours un esclave. Eh ben tu vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Des cheveux, qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, son drapeau rouge de son Lénine? C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Maman, peut-être lui dire toujours pas de lettres. Il reviendra, pense à nous, t'en fais pas là-bas, dans la guérilla, au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu. Son bleu, mon enfant a compris
C'était Renaud qui interprétait Son bleu. Sur Radio Libertaire, très belle chanson. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, pour une émission consacrée aujourd'hui à 3 peintres du Nord, Sommeville, du Brinfo et Deltour. Du Brinfo et Sommeville, c'est fesses. Et maintenant, c'est Deltour et c'est piqué-couille que c'est colle. Non, du Brinfo, c'est pas fait du tout. Ah non, c'est pas fait du alors, tout. Enfin, tu rêves, Non, mais pardonnez-moi, je suis un petit peu dans la smoule avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, ça prend la tête. Voilà. Non, alors moi, je vais essayer de parler un peu du Brinfo et de Deltour, avec tes commentaires, j'espère, Robert, derrière. Donc, Edmond du Brinfo, lui, c'est aussi un peintre cartonnier qui est né dans le nord de la France. Lui, il n'est pas né en Belgique, il est né à Denain en 1920. Et en fait, quand il a 2 ans, sa famille, qui est en recherche de travail, va s'installer en Belgique à Calonne. Calonne, c'est un petit village de carriers et de cimentiers du Tournaisis. Sa mère décède alors qu'il n'a que 4 ans. Et ça, c'est une blessure, effectivement, qui va garder toute sa vie, qui va probablement influencer sa peinture. Donc c'est à Calonne qu'il passe son enfance, au milieu des fours à chaux. Et là, il dessine les ouvriers carriers. Il entre à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai et il va suivre les cours de dessin de Jean Leroy et de Léon Spillon. Léon Spillon, ce sera des cours de peinture. Et ça, ce sont 2 professeurs qui vont vraiment l'encourager et le soutenir. Alors, ces premières toiles, elles représentent ce pays blanc, ce pays des fours à chaux, ce pays des carriers. Et en 1972, Edmond du Brinfo voudra rendre hommage à ces travailleurs de la chaux en introduisant l'art dans les usines Simesco. Donc ça, c'est bien plus tard. Donc là, il y aura tapisserie et peinture qui occupent les murs des bâtiments administratifs et un réfectoire aussi. Donc tout ça transformé ensuite en bureau. Donc les thèmes retenus ne se limiteront pas à la reproduction de l'activité ouvrière, mais proposent aussi une échappée sur les moments de détente et loisirs. Et de fait, cette première incursion artistique, donc en forme d'hommage au milieu du travail de ses parents, regroupe toutes les préoccupations et tous les engagements de l'artiste. Son père et son oncle étaient actifs dans la défense des droits des travailleurs et Edmond du Brinfo a appris dès l'enfance la nécessité de la lutte active dans tous les domaines. En 1937, donc là je reviens en arrière, en 1937, il se rend à Paris à l'exposition universelle et il découvre Guernica et le travail de nombreux peintres comme Dufy, Léger, Le Corbusier, donc d'autres toiles de Picasso. Il découvre aussi les tapisseries de Srebel, de Vinance, de Jesper et les céramiques de Charles Counet. Et tout ça va le persuader que l'art monumental et la tapisserie ont un avenir et que l'art mural devient pour lui une évidence. Mettre l'art, comme tu le disais, où les gens, où passent les hommes, donc c'est un leitmotiv qu'il suivra toute sa vie. Il va suivre les cours de Charles Counet à l'École nationale supérieure d'architecture et des arts décoratifs de la Cambre. Et de Brinfo donc est aussi un peintre cartonnier. Il fonde à Tournai un atelier de tissage qui est l'atelier Leroy. Il en fonde un second après la Libération, c'est l'atelier Taquet. Et il totalisera 500 mètres carrés de tapisserie au cours de sa vie sur des thèmes inspirés par la vie contemporaine. Autant de thèmes donc qui reflètent ses engagements humanistes et son amour de la nature. Donc la tapisserie jalonne sa vie de créateur et ça c'est un souhait de jeunesse auquel l'artiste est resté fidèle toute sa vie. Elle accompagne, elle nourrit, elle influence, puis elle s'enrichit donc des dessins, de la peinture, de la fresque, des céramiques et d'autres techniques qui sont explorées par le peintre. Et il travaille en permanence à contre-courant de la non-figuration et toujours de manière collective. Ça, c'était vrai aussi pour Sommeville. Il est membre de la Jeune Peinture Belge, il est membre fondateur donc du groupe Force Murale aux côtés de Sommeville et de Deltour. Il est également membre fondateur du Centre de rénovation de la tapisserie de Tournai. En 1954, il est membre du groupe Art et Réalité. En 1968, du groupe de Quem. Et de 69 à 94, il expose régulièrement avec le mouvement réaliste. Et quand il ne peint pas du monumental, il peint dans ses différents ateliers. Je crois qu'il en a 3. Ouais. Et il affectionne particulièrement le lavis et l'encre de Chine. Et il a réalisé toute une série de dessins pour la paix. Donc Edmond du Brinfo meurt en 2007 à Furmes, en Belgique. Donc pour ses œuvres, donc il a fait des fresques dans des cliniques, dans des écoles, dans des maisons du peuple, des maisons communales, après avoir dialogué avec ceux effectivement qui évoluent dans ces lieux. C'est un artiste engagé donc tant sur le plan politique que sur le plan wallon, et il met en scène la réalité du quotidien, comme peuvent en témoigner ses titres, que ce soit les cimentiers, la récolte, chômeuse, le carrier ou la grève encore sur le tas.
Il y a une œuvre dans un couloir du palais de justice du commerce à Bruxelles. C'est toute une fresque autour de la pêche. Il y a la station de métro Ankar où il a travaillé avec Sommeville sur cette fresque de 600 mètres carrés. Cette fresque s'appelle d'ailleurs Notre Temps. Il y a une fresque à Maugré, là où passe la ligne de TGV qui coupe le Pays Blanc. C'était un souvenir justement pour rassembler un peu ce pays. Qui est déchiré par cette ligne de TGV. Oui, tout à fait. À Bruyères, en 1995, il y a un ensemble de 6 céramiques qui s'appelle « À la recherche des chemins et des hommes ». Donc là, effectivement, il y a le chemin de terre, le chemin de fer avec le TGV et le chemin d'eau avec la batelière. Dans le métro, alors là, c'est un peu triste, on peut voir justement des couloirs de métro où il avait réalisé des fresques et des néons ont été rajoutés. Et là, malheureusement, les néons coupent la tête de ces personnages. Oui, c'est invraisemblable. Ça, c'est incroyable. Ouais. Donc en fait, Dubrinfo a dû réaliser au total 12 000 mètres carrés de fresques et de tapisseries, 4 000 mètres carrés de céramique, 4 000 dessins. Donc une œuvre quand même colossale. Donc on peut voir, c'est pareil, pour ceux qui peuvent regarder Internet, il y a un petit doc qui s'appelle Dubrinfo, l'humanisme au bout du pinceau, qui est très bien fait. C'est à partir de ce doc que je me suis inspirée pour faire ce papier, parce que c'est quand même pas des artistes dont on trouve énormément d'informations, en tout cas en France. Il n'y a rien dans les bibliothèques. Non. Et donc une partie de ses œuvres est aussi conservée à l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale à Seraing. Et apparemment, depuis le 8 mai 2008, il y a la réouverture officielle de son atelier, donc qui est à Tervuren. Donc c'est Kalstelstraat 113 080. Il y a un téléphone 32 02 767 38 77. Donc on peut téléphoner pour aller visiter son atelier. Ce qu'on fera probablement un de ces 4. Bah oui, ça donne envie quand même. Oui, bien sûr. Mais Dubrinfo, c'est pareil, quand on le voit sur les vidéos, c'est très très émouvant. C'est un bel homme, quoi. Il a un discours séduisant. Moi je l'ai trouvé plus humain que Sommeville, je sais pas pour. Oui, c'est sûr, il a un côté peut-être plus abordable, je sais pas. En tout cas, moi, à la fin du doc, j'étais retournée quand même. Moins dialecticien, moins. Voilà, il est plus rond, et il a une voix très douce en même temps. Et c'est assez. Ouais, il est très touchant. Tout à fait. Et donc à moins que tu veuilles dire autre chose sur Dubrinfo. Non. Alors pour Deltour, là c'est encore plus difficile de trouver des infos. Sur Deltour, il y a même pas de vidéo. Donc je me suis inspirée d'un article qui est sorti dans un petit journal, je crois qu'il s'appelle Solidaire, lors d'une manifestation, d'une exposition de ses toiles lors d'un week-end. Donc Deltour, lui, est né en 1927 dans la région de Tournai et il est décédé le pinceau à la main d'une hémorragie cérébrale en 1998. Et s'il n'avait pas fait un bout de chemin donc auprès de Sommeville et Dubrinfo, donc dans ce groupe Force Murale, son nom serait probablement passé aux oubliettes de l'histoire de l'art. Deltour a quitté Force Murale en 1953, c'est-à-dire 6 ans avant la fin du collectif, les 3 fondateurs ayant décidé quand même de continuer leur route aussi séparément. Et Dubrinfo et Sommeville ont acquis, eux, une renommée internationale, mais Deltour, lui, est resté dans l'ombre, parce que la notoriété ne l'intéressait pas, et l'argent encore moins. Oui, voilà, c'est assez inédit aujourd'hui, ce genre de comportement. Voilà. D'ailleurs, en fait, il a même préféré rester dans sa région natale, là où il n'a pas arrêté de travailler, toute son œuvre étant consacrée à la classe ouvrière. Voilà, c'est là que le peintre voulait se mobiliser pour rompre avec cette pensée bourgeoise dominante, et il ambitionnait une autre société. Et il disait, quelque part sous l'asphalte, on doit pouvoir trouver la plage, disait-il. Et s'est retiré donc dans son atelier qu'il se sentait le mieux. Donc il n'avait aucune affinité avec les courants modernes et il s'opposait aux beaux discours des prétentieux nouveaux collectifs. Et pour Deltour, l'art devait donc s'enraciner dans la vie quotidienne des gens ordinaires autour de lui. Donc il peignait principalement les paysans et les ouvriers, comme un mineur, un tailleur de pierre, un maçon. Et il a également dépeint la lutte ouvrière d'une manière simple mais frappante. Deltour était donc un artiste réaliste, investi d'une mission, former les travailleurs dans l'esprit du socialisme. Et dans l'expérience du groupe Art et Travail, donc ça c'est entre 1973 et 1980, il produit donc des œuvres liées au quotidien, ça j'ai un petit peu déjà dit, au vécu, parce qu'elles y sont parfois intégrées, donc elles sont offertes au regard de tous, mais aussi parce qu'il y puise tous ces sujets. Donc c'est un quotidien de la révolte contre les violences et les injustices, avec des gestes simples et vrais.
par exemple, une femme qui tricote, une autre qui épluche une pomme, une qui reprise un tissu sous les yeux d'un enfant, ou alors une qui cueille des haricots, un homme qui répare un vélo, qui lit le journal, un qui partage un verre avec un ami. Et voilà, tous ces personnages font partie effectivement de notre quotidien, quoi. Et les personnages de Louis Deltour ont des mains qui sont assez larges. Alors ça, moi, ça me faisait penser aux mains de Père Méqueux. On y revient souvent, mais il y a quand même encore ce même tracé, là, un peu carré. Ouais. Mais il y a cette tradition qui est purement flamande, enfin, que ce soit français ou belge ou plus haut encore, de peindre le quotidien des gens. Ça remonte même à Bruegel, ça remonte à ces gens-là, à Bosch aussi, et puis à tous ces peintres hollandais que tu adores, là, ces miniaturistes qui faisaient des scènes de genre, voilà. C'est vraiment une tradition du Nord, quoi. Et des gens comme Deltour, des gens comme Dubrinfo, des gens comme Sommeville sont dans cette tradition. Et avec Père Méqueux au milieu, là, qui roule les épaules, voilà, c'est vraiment le Nord, voilà, c'est vraiment chez eux que ça se passe. Ouais, tout à fait. Et donc, dans sa vision de l'art, découle un profond rejet forcément de la commercialisation de l'art, et Deltour se méfiait du marché de l'art qui pour lui n'était axé que sur le profit. Donc il préfère exposer ses œuvres dans des maisons du peuple, des écoles plutôt que des galeries renommées. Et la lutte contre cette marchandisation faisait partie de sa mission. Il s'insurgeait contre une bourgeoisie de l'art qui s'appropriait les arts plastiques sur base d'une prétendue supériorité sociale, en violent contraste avec la culture de masse inférieure. Et là, on est en plein dedans avec l'art contemporain. Tout à fait. Donc c'est tout jeune déjà, et entre 15 et 18 ans, que Deltour a, selon ses propres dires, développé une haine profonde pour les capitalistes. Et en août... C'est ça. En août 43, alors qu'il avait 16 ans, il a rejoint la résistance armée, où il fut affecté au groupe 60 de l'armée secrète, et il a pris part à plusieurs combats et actions de sabotage. Et peu après la guerre, il s'est affilié au Parti communiste belge, et jusqu'à sa mort, il est resté fidèle militant de l'arrondissement Tournéat, et en tant que communiste convaincu, il voulait réfléchir aux nécessaires réformes pour une alternative socialiste, entreprenant une quête politique et culturelle vers une société utopique où règne la justice et où le pouvoir n'est pas détenu par les seuls riches. Il s'est donc consacré à un art lisible, accessible à toutes les couches de la population, dans lesquelles il représentait sa vision d'une société perpétuellement gangrénée par l'injustice. Bien sûr. Et au centre de son œuvre figurent donc ces hommes qui sont liés à toute humanité et qui combattent pour leur avenir. Donc voilà, c'est donc cet article, c'était une exposition qui avait eu à Breden en septembre 2015, on est passé encore à côté. Ouais. Donc c'était à l'initiative commune de Manifesta d'AMSAT, donc de l'Institut d'Histoire Sociale et de l'entreprise communale autonome de la commune de Breden. Donc visiblement ces œuvres ne sont visibles que dans des petites manifestations comme ça. Eh ben on ira. Voilà. Ben oui, si on devait suivre tout le monde, il nous faudrait, il faudrait qu'on ait un compte en banque plus garni que celui qu'on a. Mais bon, on est avec nos petits moyens, on arrive quand même à aller à droite, à gauche, à dégoter des gens comme Deltour. Effectivement, parce que elle tombe amoureuse régulièrement d'artistes comme ça, complètement la déglingue. Et voilà. Et elle a raison pour Deltour, c'est le plus, à mon avis, oui, c'est vrai, c'est le plus beau des trois. C'est le plus modeste. Et sa peinture, par contre, oui, est tout à fait regardable. Moi, j'ai vu. Bon, malheureusement, on n'a pas pu voir grand-chose, mais enfin, ce qu'on a vu, ça plaît bien. Moi, ça me plaît bien aussi. Et Dominique a tout à fait raison de ce point de vue-là. J'adhère total à son discours et ça remplit un peu de bonheur dans ces moments où tout se barre en couille. Pardonnez-moi, où tout se barre voilà, bref, en eau de vaisselle, en eau pour les cochons. Ça rafraîchit la tête de parler de gens qui, comme Deltour, en avaient rien à foutre du succès, en avaient rien à foutre des pompes et des ors, des républiques ou des monarchies. Ce qui comptait pour lui, ce qu'il tenait debout, c'est sa haine de la bourgeoisie. Je crois que je suis un petit peu dans ce trip, même si je suis pas aussi, évidemment, j'ai pas fait dans ma vie des choses aussi remarquables du point de vue de l'idéologie, en tout cas, que lui. Voilà. En tout cas, merci à Jacques, notre auditeur belge, de nous avoir fait quand même connaître ce mouvement et ces peintres. Jacques Servotte, oui, non, et on est vraiment de plus en plus convaincus
que dans le Nord, il se passe des choses qui se passent pas dans le Sud, quoi. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il y a quand même là-bas, est-ce que c'est dû, évidemment, à ce passé ouvrier très dur de ces dernières décennies, enfin, les dernières décennies du 20e, et du début, vous voyez, le monde ouvrier du Nord, c'est un monde qui a vraiment énormément souffert, voilà, qui a permis des dynasties de millionnaires comme les maîtres de forge, comme les charbonniers de France et compagnie. Voilà. Mais d'ailleurs, si il y a des auditeurs qui ont connaissance d'artistes à côté desquels on risque fort de passer parce qu'ils sont pas médiatisés, on peut nous écrire sur le mail à racaille@orange.fr. On regarde et si ça nous plaît, on y va, quoi. Et là, on s'adresse plus particulièrement à nos auditeurs du Nord et les quelques artistes, vraiment importants qu'on a rencontrés là-bas et qu'on va encore rencontrer, j'espère, bientôt. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. La fin de l'émission se ramène sur le chemin de la route. Piquet-Cou va vous parler des expos à ne pas manquer. Bon, alors la première expo, c'est pas vraiment une expo, c'est Alain Callès. Alain Callès, il est venu dans notre émission il y a quelque temps déjà pour parler de ses bouquins. Il était venu dans l'émission Trou Noir aussi. Et donc là, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle L'agonie du temps. Et il fera une dédicace à Publico samedi 21 novembre à 16h30. Donc avec son complice de chansons et des rues Vania Adriassens, Alain Callès va présenter son dernier livre, L'agonie du temps. C'est un livre en cascade, donc qui se termine en cité idéale, construite tel un palimpseste sur un cimetière provençal. Donc il y aura des lectures d'extraits, de la poésie, de la prose, des mots qui pétillent et tourbillonnent, des chansons, la chaleur calée au ventre, de l'orgue de Barbarie et de la bonne humeur où l'on pourra tomber la chemise. Voilà, comme il fait sa présentation donc de cette dédicace à Publico. Donc on vous invite à aller le retrouver. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très sympathique, souriant. Je pense que la bonne humeur sera vraiment au rendez-vous, quoi. Deuxième exposition, donc c'est toujours Chantal Montelier qu'on a reçue dans cette émission il y a une quinzaine de jours, qui expose des planches originales, donc toujours à Publico. Il y a un vernissage qui est prévu le 3 décembre. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir son travail. Et si c'est possible, de découvrir aussi toutes ses œuvres, tous ces livres de BD. Moi, là, je vais avoir l'occasion d'en lire un bientôt, qui était celui qu'elle a fait sur Tchernobyl, qui s'appelle Tchernobyl, mon amour. J'avais découvert La fosse aux serpents, où elle parle de Camille Claudel. Et elle a son dernier livre qui s'appelle La reconstitution, qui est en vente à Publico aussi. Il y a Anne van der Linden qui va présenter et dédicacer son dernier livre Économie domestique aux éditions Alain Bollet. Donc c'est un petit carnet de 32 pages qui est composé de 4 thèmes domestiques qui se déclinent chacun en une série de 7 dessins. Et ça, c'est jeudi 19 novembre à 18h, toujours à Publico. Donc là, Publico, ça y va. Et sinon, on a noté donc la réouverture du musée Rodin. Il a réouvert le 12 novembre, donc il est ouvert non plus tous les jours, sauf le lundi, de 17h à 17h45. C'est au 77 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement. Et on a noté cette réouverture simplement parce que c'est vrai qu'on avait peut-être envie d'aller y faire un tour, vous raconter tout ça, quoi. Tout à fait, Lucienne. Non, Dominique, pardonne-moi. Voilà, tout de suite les œuvres de la F1, les éditions du Monde Libertaire, dernière nouvelle de la liberté. Oui, bon, c'est bien les dernières. Avec ce deuxième recueil de nouvelles, Raymond Espinosse poursuit son incursion dans un monde glauque où la corruption des notables dispute à la dérive des laissés pour compte et où le combat individuel est entravé par de mystérieuses entités supérieures. Mais en arrière-plan de ces nombreux tableaux, toujours une lumière scintille, l'exigence de la liberté émancipatrice. Raymond Espinosse est né en 49 au Bouquet d'Orbe, un village minier de l'Hérault. Le décor dans lequel il grandit est un décor de lutte pour la survie, celle des mineurs des houillères cévenols, celle des vignerons, celle des émigrés espagnols, italiens, portugais, polonais. Oui, déjà en 49. À l'âge de 21 ans, il écrit des articles pour le mensuel Rock and Folk, chanson française, et pour l'hebdomadaire Le Monde Libertaire. Parallèlement, il publie des nouvelles dans les revues du Collège de Pataphysique et ses premiers recueils de poésie paraissent en 1973.
En 1997, il publie aux éditions interuniversitaires Albert Kossori, philosophe, Une éthique de la dérision, est réédité en novembre 2008 par les éditions Horizon, et en 2007 aux éditions du Monde Libertaire, une monographie sur Jacques Prévert ainsi qu'un premier recueil de nouvelles. Le prix 10 € dans la collection Humeur Noire. Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, devenu mensuel, que vous pouvez trouver à la Librairie Publico en dépôt de presse, ainsi que son petit pote, le hors-série. Voilà. Vous pouvez aussi les soutenir de manière diverse et variée, en leur filant de la thune, etc., en souscrivant des plans pour leur filer de la thune un peu plus souvent tous les mois, par exemple. Voilà, la Librairie Publico, qui ouvre aussi une souscription, c'est la librairie, évidemment, du Monde Libertaire. C'est aussi un espace militant accessible toute l'année avec un gros tas de bouquins et puis des revues, et des DVD, des CD et tout un petit bazar, voilà, d'affiches, de fly, de t-shirts, de suites, Vous pouvez les aider en leur adressant un chèque à l'ordre de Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, en espèces ou CB, directement à la librairie, avec notre camarade Laurent, vous voyez, notre camarade permanent, un sacré bon camarade, ou sur notre site librairie-publico.com. Voilà. Puis Radio Libertaire, que vous écoutez en ce moment, la radio de la FA, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet, http://écouter.radio-libertaire.org, et que vous pouvez écouter sur la bande FM 89.4 FM. Voilà. Une radio. Ah non, ça c'était c'était la Librairie Publico, pardonnez-moi. Et Radio Libertaire, là, bah non, j'ai fait la radio. Oui, c'est ça. Bon, et puis aussi toutes ces petites choses que vous pouvez évidemment écouter sur notre radio. Voilà, vous m'excuserez, je suis un petit peu paniqué là, c'est la fin de l'émission. J'ai toujours peur d'être en retard. L'autre petit pense-bête habituel pour Claude, à qui je dois dire un petit chose spéciale, la remercier pour ses brindilles de chocolat. C'est pas dégueulasse. André aussi, d'ailleurs, qui a participé à ce cadeau somptueux qu'on te bouffe avec ma camarade Pizzetto. Claudine, Christiane, Annick, Karine, Luc pour ses commentaires, Patrick Kipper pour son engagement au service de la musique, de la chanson, Claude et William, Marcel, Jean-Pierre Souvraz, Jean-Paul Souvraz ou Jean-Pierre, Jean-Paul, oui, pardon, Jean-Pierre, Jean-Pierre, et notre stalinien préféré, ainsi que Françoise qui nous appelle quelquefois. Christiane. Bon. Et Christiane aussi. L'émission est à l'écoute de podcast durant un mois, c'est-à-dire sur Radio Libertaire et sur notre blog aracaille.fr tout le temps. Voilà. Depuis le début de que cette émission a fait sa place au show sur Radio Libertaire. Merci Radio Libertaire. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je m'excuse encore pour ces 2 morceaux de musique qui étaient quasi inaudibles. Oui, ce sera mieux la semaine prochaine. Elle devra payer le coup à boire. Voilà. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, camarades. Avec, et on termine bien sûr avec Paco Ibanez, La Poesia est une arma cargata de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos.
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.